a space for us. Un espacio para nosotras. Un espace pour nous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de la série A Space for Us, un espace pour nous, consacré au leadership inclusif. Et aujourd'hui, nous recevons Latifa Soufiani de l'espace associatif au Maroc et Mylène Lawson de la plateforme nationale de la société civile au Togo, FONCTO. Nous allons écouter leur discussion sur le leadership intergénérationnel et inclusif et aussi sur l'équilibre entre la neutralité et la résistance à l'injustice. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour, merci Bibi, merci Mylène de cette petite rencontre. Je remercie infiniment Forus. Et comme m'a dit Bibi, donc je suis Latifa Soufiani, présidente de la plateforme nationale d'espace associatif. Je suis membre de l'association Initiative pour la protection des droits des femmes, membre de l'espace associatif. Bonjour, ma très chère Latifa. Je suis très heureuse d'échanger sur ce panel avec toi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bibi, merci d'avoir organisé. Pour le public, je suis Mylène Lawson, responsable des membres et des partenariats au sein de la FONCTO, la Fédération des ONG au Togo. Donc, la FONCTO, c'est une plateforme nationale qui regroupe plus de 200 ONG membres. Et notre mission est de renforcer les capacités des organisations de la société civile, de favoriser la coopération entre acteurs et de défendre les intérêts des communautés que nous servons. Personnellement, je travaille déjà depuis près de 10 ans dans le secteur associatif et le développement avec une spécialisation en développement communautaire et international. Et je crois profondément que le changement durable se construit ensemble. C'est en intégrant toutes les générations, toutes les voix et toutes les perspectives qu'on se développe réellement. Merci Mylène, tu es toujours source d'inspiration. J'ai oublié de présenter ma plateforme qui est l'espace associatif Maroc. C'est un réseau d'associations qui est dont il y a 60 associations adhérées. Nous œuvrons pour le développement démocratique. Notre mission principale est le renforcement du rôle de la société civile pour qu'elle joue pleinement son rôle. Et nous plaidons aussi pour l'environnement favorable à l'action associative. Donc, comme a présenté Bibi, nous avons plusieurs questions que nous allons réagir selon notre expérience dans nos plateformes réciproques. Donc, pour la question relative au leadership intergénérationnel au Maroc, les défis et les opportunités et les observations dans une telle dynamique. Pour moi, cette problématique est très, très pertinente parce que de notre part, dans l'espace associatif, lors de l'Assemblée générale, il a pris une partie très importante du débat. Lors de cette assemblée, nous œuvrons toujours pour l'inclusion des jeunes qui sont normalement porteurs et porteuses d'un changement sociétal très important. Donc, nous avions quelques jeunes qui ont assisté à l'Assemblée générale. Mais je pense que cette question d'inclusion et cette question de leadership intergénérationnel qu'on va par la suite mieux développer, c'est une question qui normalement devrait faire un débat, comme j'ai dit à Bibi, un débat, une étude de terrain pour qu'on puisse réellement savoir quelles sont les forces de ce leadership et quels sont les défis réels et les opportunités offertes à ce leadership intergénérationnel. Comme vous savez, au Maroc, il y a des associations de droits des femmes, droits humains, développement démocratique, des associations des jeunes, des associations de l'environnement, etc. La plupart du temps, et surtout pour les associations droits des femmes, dont je suis membre dans une association qui est l'IPDF, qui réside à Fès. Donc, c'était toujours notre souci majeur. Nous avions un groupe de jeunes et j'étais responsable de ce groupe. Dans mon parcours, j'ai contribué au renforcement de capacités des jeunes relativement à l'approche genre et droits humains. Donc, j'ai continué ce parcours dans l'espace associatif en renforçant la présence et les voix des jeunes. Mais je vous avoue que c'est pas aussi facile que nous le pensions. Donc, l'espace associatif via des programmes comme le programme Saphir, c'est une plateforme pour moi très, très, très riche.
Et le rôle de l'espace associatif, c'est de renforcer la présence des jeunes dans ces plateformes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'expérience au Maroc diffère d'une association à une autre. Il y a des associations purement des jeunes qui ont été créées par des jeunes et qui œuvrent dans les droits humains, qui œuvrent dans les droits des jeunes, dans le développement démocratique. Il y a des associations droits des femmes. Donc, le mouvement féministe a toujours des groupes de jeunes intégrés dans l'association. Et il y a même des associations droits des femmes qui ont œuvré pour à ce que ces groupes de jeunes se regroupent et s'organisent en association autonome et qui ont la même mission de l'association, mais qui interviennent autrement. Donc, la plupart du temps, les jeunes, ils sont bien accueillis, bien inclus dans les associations, mais ça reste toujours une problématique. Pourquoi? Parce que les aspirations et les besoins des jeunes, ce ne sont pas les mêmes que notre génération. Ça reste toujours pas un conflit, mais je pense qu'ils sont des besoins différenciés et qu'on doit répondre à ces besoins et renforcer le rôle des jeunes soit dans l'action associative, soit dans le mouvement démocratique. Pour conclure un petit peu sur cette problématique, donc les défis pour ces jeunes et surtout pour ce leadership intergénérationnel, c'est cette interaction, cette connexion entre parenthèses, les vieux militants et les militantes et les jeunes qui sont dans un contexte autre que le nôtre. Il y a l'IA, il y a l'intelligence artificielle, il y a toute cette mouvance technologique et d'ailleurs, ils nous dépassent largement avec leur savoir et savoir-faire et leurs compétences dans ce sens. Et ce que peut faire un jeune, c'est dans l'économie de l'énergie, de l'effort, peut le faire un adulte sur un temps très... Je parle de mon expérience là, je suis vraiment... Et donc, pour les autres défis, c'est que la question de motivation, c'est très important. Parce que les motivations des jeunes, c'est pas les mêmes motivations et c'est pas les mêmes thèmes qui les intéressent. Si nous plaidons pour les droits des femmes, les droits des hommes, le développement démocratique et tout, eux, ils sont dans le même parcours, mais autrement. Leur vision est autre que pour nous. Même dans la question de plaidoyer, même dans le processus même, comment ils peuvent l'engendrer. Pour les opportunités, je pense que la société civile au Maroc a toujours été une opportunité pour les jeunes, soit pour développer leurs aspirations, soit pour adhérer au mouvement associatif marocain. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements de jeunes qui ont démarré depuis un peu de temps et ils sont vraiment dans des actions de changement. Et je souhaite qu'ils soient dans les meilleurs cas de réussite. D'ailleurs, je peux continuer en laissant la parole à Mi-Hélène, mon amie. Merci beaucoup, Latifa. Et comme tu l'as dit, les expériences sont presque les mêmes, même lorsque nous venons des milieux assez différents. Tu sais, la question du leadership intergénérationnel est une question très essentielle pour nous. Et comme je le disais tout à l'heure, à la FONCTO, nous travaillons avec plus de 200 membres. La FONCTO a été créée le 2 octobre 1976. Et en ces 50 ans-là, nous constatons que le leadership intergénérationnel est devenu un véritable enjeu stratégique. La manifestation la plus concrète, c'est la cohabitation entre des leaders expérimentés, souvent les fondateurs d'ONG, et une nouvelle génération de jeunes acteurs très engagés, porteurs d'innovation. Les choses ne se font pas de la même manière. Cette diversité crée en fait de la richesse, car elle combine l'expérience des aînés et la créativité des jeunes. Mais quand nous venons, par exemple, sur les nouveaux sujets, vous savez, comme dans toute science humaine, il y a de l'évolution. Et il y a de l'évolution quand nous prenons, par exemple, le sujet sur la sauvegarde qui vise à promouvoir un environnement exemple d'abus au sein des ONG ou des associations. Parfois, il est un peu difficile pour ces leaders expérimentés d'accepter cette nouvelle notion. Parfois, il y a des écarts de vision, des résistances au changement. Certains leaders plus anciens peuvent être très attachés à des méthodes traditionnelles,
alors que les jeunes veulent aller plus vite avec leur sang qui bouillonne. Ils veulent intégrer le numérique, adapter les approches les plus inclusives. Mais dans tout ça, dans tous ces défis, il y a une opportunité. C'est que lorsque nous arrivons à favoriser le dialogue et la transmission des savoirs, cela renforce la résilience des organisations, la pertinence de nos actions. À la Foncto, par exemple, nous encourageons justement des espaces de rencontre et de co-création de génération pour que la complémentarité prime sur le conflit. Donc, nous avons des formations, le sujet dont je viens de parler, nous avons des formations sur la sauvegarde pour permettre à tout un chacun d'être au même niveau d'information. On enchaîne avec les stratégies en ce qui concerne l'inclusion. À la Foncto, en réalité, l'inclusivité est vraiment au cœur de notre stratégie parce que c'est une plateforme nationale. Nous représentons une diversité d'ONG et d'acteurs et nous savons qu'un leadership efficace doit refléter cette pluralité-là. Donc, concrètement, nous avons 3 grandes approches. La promotion de l'égalité des genres. Nous avons même mis en place une commission genre qui est dirigée essentiellement par des ONG qui œuvrent dans le domaine relatif aux femmes et nous encourageons vivement la participation des femmes dans les instances décisionnelles. Je salue au passage la présidente du conseil d'administration de la Foncto parce que c'est une femme. Elle a fait partie de ce programme avec nous et vous la connaissez, Marceline Piorici. Nous avons l'implication des jeunes. Nous avons mis en place des programmes spécifiques pour les former, les encadrer, leur donner la parole à travers des projets que nous faisons en collaboration avec Plan International, le projet CRG par exemple. Nous avons la création des espaces de dialogue. Nous organisons régulièrement des ateliers, des consultations, des formations pour inclure toutes les parties prenantes, y compris les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, toutes les personnes sont incluses. Nul n'est mis de côté. Et notre conviction, c'est que l'inclusion n'est pas un choix, mais c'est une nécessité. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la diversité enrichit. En réalité, plutôt que d'être source d'exclusion, la diversité est source de complémentarité. Quand chacun apporte du sien pour l'évolution, je pense qu'on atteint vite l'objectif. Il y a quelqu'un qui a dit, quand tu veux aller vite, il faut aller seul, mais quand tu veux aller loin, il faut aller avec d'autres personnes. Comme a dit Mylène, c'est tout un contexte qui est approximativement similaire au Maroc comme au Togo, mais c'est un contexte international. Là, on peut vraiment citer le contexte international parce que vu le changement qu'il y ait, soit le changement climatique, soit les guerres, soit tout ce qui se passe tout autour de nous, et même la révolution technologique, nous laisse réfléchir, comme tu as dit, Mylène, sur la pérennisation de l'action associative, la pérennisation des structures associatives. Et on a beau de dire, nous devons avoir la relève jeune et tout, mais je pense que cette question de relève, de relève jeune, ça peut faire l'objet d'un débat parce que si on veut réellement œuvrer pour l'inclusion et pour ce leadership intergénérationnel, c'est tout un processus, pas d'accompagnement, mais de pratique associative. Je m'explique. Pour nous, l'espace associatif n'est pas une association de proximité. Donc, il n'œuvre pas directement avec les jeunes, mais il y a des membres associatifs de l'espace associatif qui œuvrent auprès des jeunes. Donc, dernièrement, il y avait une action de plaidoyer autour de la question de droit d'accès aux maisons des jeunes, droit d'accès des jeunes et des enfants aux maisons des jeunes, parce qu'il y avait une loi qui met des restrictions aux associations qui œuvrent auprès des jeunes pour accéder à ces espaces qui étaient au Maroc. D'ailleurs, toute la société civile marocaine a commencé dans ces maisons de jeunes qui, pour nous, c'est un espace d'épanouissement, c'est un espace de découverte, de formation et tout. Donc, l'espace associatif a été l'un des acteurs qui ont
était auprès de ces associations de jeunes qui a renforcé leur processus de plaidoyer et nous avons participé à tous les espaces de concertation concernant une dynamique qui œuvre pour l'accès aux droits. Donc, il y avait un autre programme qui est Saphir avec l'Union européenne et l'AFD. Donc, l'espace associatif mobilise les associations pour qu'ils inscrivent leurs jeunes et groupes jeunes dans ces plateformes qui, normalement, comme l'exemple du programme Saphir, a débouché sur une coalition des jeunes au niveau de la région MENA avec le renforcement et l'appui et le soutien de l'ANND, c'est-à-dire le réseau des organisations arabes pour le développement et qui sont des associations non gouvernementales. Donc, pour revenir à la question surtout des processus comme la question le nom, c'est-à-dire le rôle des femmes dans ce processus. Les femmes et surtout les femmes qui sont des militants des droits humains ou des droits des femmes, ils sont conscientes que sans les jeunes, on ne peut avancer. Mais comme j'ai dit au début, c'est le comment. C'est comment motiver les jeunes et surtout les jeunes femmes pour adhérer au processus de plaidoyer pour la protection des droits des femmes, c'est-à-dire capitaliser sur l'existant et œuvrer pour des droits meilleurs, des situations meilleures pour les femmes et les jeunes filles au Maroc. Donc, dans toute cette stratégie, je pense que il y a des problématiques qui ne sont pas traitées par les associations de droits des hommes et droits des femmes et développement démocratique. Si on est dans le suivi des politiques publiques, dont il y a des programmes destinés aux jeunes, surtout les jeunes qui sont dans des situations de chômage ou qui n'ont pas terminé leurs études, le suivi de ces politiques ne se fait pas de la même sorte que le suivi des autres politiques. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les jeunes. Où sont les jeunes? Les jeunes sont dans l'art, ils sont dans le sport, mais on ne s'intéresse pas aux politiques publiques sportives qui, normalement, un secteur et des programmes qui, normalement, accueillent les jeunes plus que les adultes. Donc, si on est des femmes militantes, droits des femmes, nous devons s'ouvrir sur ces programmes pour s'approprier les vrais défis. Je vous donne l'exemple, par exemple, là au Maroc, il y a toute une expansion, tout un processus de promotion du sport et surtout du football avec toute l'infrastructure, avec ce que le Maroc va accueillir en 2030, la Coupe du Monde. Mais on n'est pas réellement dans le processus de sensibilisation, d'accompagnement de ces jeunes footballeuses, de ces enfants qui sont dans les écoles de football féminin. Nous ne sommes pas dans le plaidoyer pour que les femmes accèdent aux postes de décision, qui sont dans le processus de prise de décision. C'est tout un monde où nous devons vraiment, comme j'ai dit au début, faire une étude, une enquête, faire des processus, des campagnes de sensibilisation, de plaidoyer, pour qu'on puisse vraiment toucher une population des jeunes qui ne sont pas dans le plaidoyer pour les droits humains, qui ne sont pas dans le développement démocratique, qui ne sont pas pour les droits environnementaux, mais ils sont au cœur du développement durable. Donc là où on peut croiser nos actions pour une meilleure inclusion et un meilleur leadership intergénérationnel. Je pense que je veux donner la parole à Mi-Hélène qui peut continuer pour ensuite débattre sur d'autres questions et pourquoi pas faire un aller-retour entre le Maroc et le Togo. D'ailleurs, c'est l'objectif de ce débat. Merci, Latifa. J'aimerais faire un coucou aux femmes de l'académie. L'Académie des femmes que vous avez créée au Maroc, comment est-ce qu'elle se porte? Peux-tu nous parler un peu de cette académie-là? Parce que je pense que cette histoire-là, elle est intéressante pour nous tous et ce serait intéressant d'en entendre encore parler une fois et de s'inspirer, pourquoi pas. Donc, merci Mi-Hélène de faire ce petit rappel. C'est une académie dont j'ai parlé lors de l'atelier de leadership aux Philippines, à Manille. Donc, un groupe de femmes
qui œuvraient dans le renforcement des capacités, dans le plaidoyer, dans la sensibilisation des acteurs politiques, des partis politiques. Et nous étions dans le renforcement des capacités et compétences des femmes candidates aux élections. Et nous avons cumulé une expérience dans ce sens. Il y avait des jeunes partisanes, il y avait des jeunes candidates qui n'ont jamais eu l'occasion d'adhérer à un parti politique. Donc, et il y avait des femmes, bien sûr, âgées qui avaient de l'expérience et d'autres qui n'avaient pas d'expérience dans les élections. Donc, le premier abord, c'était le renforcement de capacités, mais au fur et à mesure que notre expérience en tant que femme qui menait ce processus de formation avec le ministère de l'Intérieur et l'ONU Femmes, nous avons découvert que vraiment les femmes, une fois élues, une fois dans les conseils territoriaux, dans les instances élues, les femmes, la plupart du temps, se trouvèrent dans des situations qui normalement, pour ne pas dire des jugements de valeur, ne répondaient pas aux attentes des autres femmes qui étaient dans le parcours et qui étaient dans le processus de renforcement du leadership féminin dans l'action politique. Donc, il y a des femmes qui ont pu s'inclure dans le jeu politique des hommes. Il y avait d'autres qui n'ont pas compris la question de leadership féminin. Ils n'œuvraient pas pour un leadership participatif, collaboratif et renforcer le leadership des autres femmes. Et il y avait d'autres qui étaient perdus dans la réalité de la gestion de la chose publique. Donc, on s'est mis à une petite pause et on s'est demandé quels sont les changements. Est-ce que les changements qu'on souhaitait mettre en place, donc on a le résultat final, la conclusion finale, c'était qu'on a laissé ces femmes, vers la fin du programme, on a laissé ces femmes livrées à elles-mêmes. Il n'y avait pas un programme de suivi-évaluation, il n'y avait pas un accompagnement, parce que le processus politique n'est pas aussi facile que nous le pensions, c'est-à-dire faire des formations, faire de la sensibilisation et tout ça va aboutir à de bons résultats. Non, c'était pas ça. Donc, avec l'arrivée d'un autre programme, un programme canadien avec le FOF, donc nous avons le Forum des fédérations canadiens, nous avons pu réaliser notre objectif, c'est-à-dire mettre en place un processus de suivi-évaluation. Et d'ailleurs, j'étais partie prenante de l'élaboration du projet avant même son approbation par le bailleur de fonds. Donc, j'étais là en tant que consultante, certes, mais en tant que bénévole pour répondre à nos aspirations communes. Donc, le long du processus, donc, nous faisions du suivi-évaluation. Et nous faisions même du suivi-évaluation avec les partis politiques, avec les institutions et les instances d'institutionnalisation de l'égalité entre les sexes dans les partis politiques et dans quelques secteurs gouvernementaux et départements. Donc, et avec même au niveau national, avec une commission interministérielle qui œuvre pour l'introduction de l'approche genre dans les politiques publiques. Donc, nous avons pu sentir la différence entre les premiers programmes et entre D'ailleurs, même l'ONU Femmes était sur quelques programmes, il était partenaire dans ce programme. Donc, pour ne pas s'attarder sur la question, une fois le programme s'est achevé, donc une académie qui a été créée, l'Académie politique, c'est une académie de femmes leaders politiques au Maroc. C'est une première expérience. Donc, cette académie a été créée par les femmes participantes dans ce programme de développement de leadership féminin. Là, nous avons eu notre récépissé, donc nous sommes dans une situation légale et nous préparions, comme j'ai dit à Mani, nous préparions l'atelier sur la planification stratégique
parce que des membres de l'académie, dont Madame Hayat Hebaili, Madame Hayat Ndichi, donc nous avions quelques problèmes, soit de santé, soit familiaux et tout. Donc, nous avons reporté l'atelier pour le mois de septembre ou le mois d'octobre. Et je vais partager avec vous les outputs de cet atelier. Et j'aimerais bien qu'on fasse un échange tout autour sur l'expérience et sur le processus de cette académie au Maroc, qui normalement, avec l'approche avec les élections qui s'approchent au Maroc, donc il y avait tout un travail d'accompagnement, de suivi, de renforcement de capacité, de sensibilisation, de mentorat. J'ai oublié de dire que parmi nos membres, il y a des jeunes femmes qui sont des actrices politiques et qui sont dans la société civile et qui avaient une expérience dans leur parcours politique. Tout un résultat sur l'inclusion des jeunes. Et d'ailleurs, notre slogan, c'était la gouvernance inclusive. Donc, comme tu as dit, ne laisser personne derrière et œuvrer avec l'approche genre, l'approche inclusive et l'approche participative et l'approche axée sur les résultats. Donc, c'était des approches qu'on a vraiment mises en œuvre et avec tout un bagage théorique tout autour. Donc, c'était vraiment une expérience très enrichissante. Merci, Mylène, de m'avoir rappelé ce processus. Et d'ailleurs, dans ce processus, avec les jeunes, c'était vraiment un programme qui, normalement, il y avait une académie des jeunes qui étaient partenaires dans ce processus. Et il y avait des jeunes militantes et des jeunes partisans qui ont participé au programme, mais c'est pas la même logique et c'est pas la même approche. Parce qu'il y avait des jeunes étudiantes qui étaient dans le processus de mentorat, il y avait des jeunes étudiantes qui ont été dans les actions de grit débat. Donc, c'est un débat autour des droits des femmes, mais selon leur vision et selon leur approche. Il y avait des retraites pour les jeunes, mais tout le programme, normalement, a débouché sur des initiatives prises par les jeunes et que le programme a accompagné et a appuyé. C'était vraiment une expérience à capitaliser et je souhaite bonne santé pour la coordinatrice nationale, Madame Hayat Hebaili, pour qu'on puisse continuer sur le programme. Merci beaucoup, Latifa. C'est ça le leadership dont nous parlons. Le leadership inclusif, le leadership qui donne le modèle, montrer la voie aux autres, tirer des leçons des erreurs du passé, revenir en force, donner l'exemple aux autres. Ce n'est pas juste dire « Ah, faites comme ceci, faites comme cela » sans rien faire soi-même, mais montrer la voie aux autres par l'exemple qu'on leur donne. Et vous avez aussi parlé du mentorat, un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je pense personnellement que beaucoup de jeunes sont perdus aujourd'hui juste parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de modèle. Donc, ils se laissent aller à tout et n'importe quoi. Donc, tout à l'heure, Latifa, tu as parlé des femmes en politique et moi, je m'en vais parler de la relation entre la société civile et les gouvernements. Est-ce que c'est un terrain de guerre, un terrain de paix, ou est-ce que ça devrait plutôt être un terrain diplomatique? Pour moi, la principale leçon, c'est que le leadership inclusif est un équilibre. Servir la communauté ne signifie pas automatiquement s'opposer aux gouvernants ou aux autorités, mais cela demande plutôt de trouver des espaces de collaboration intelligente, sans perdre de vue nos valeurs et nos engagements. Aux jeunes générations, je ne vais pas être longue, je dirais tout simplement, soyez courageux, mais soyez aussi stratégiques. Ou du moins, je dirais, soyons courageux et soyons aussi stratégiques. La transformation sociale demande parfois de dialoguer avec ceux qui ont le pouvoir tout en gardant la confiance des communautés que nous servons. Donc, bien que nous servons la communauté, et nous sommes aussi appelés à collaborer avec nos gouvernements. Enfin, je pense qu'il est essentiel de bâtir des alliances solides entre les organisations, les gouvernements, le secteur privé et les citoyens.
parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons y arriver. Je me rappelle l'étude de cas que nous avons eue au sujet de la Corée du Sud. Nous connaissons tous le gouvernement sud-coréen. Nous savons comme comme ce gouvernement est coercitif. Mais la société civile en Corée du Sud arrive à obtenir un financement partiel de ce gouvernement-là. Qui des pays africains? Quelle organisation de quel pays africain aujourd'hui a le financement de son gouvernement? Donc, ça nous emmène à repenser à comment nous agissons. Ça nous emmène à inviter les uns et les autres à collaborer, à faire des recherches surtout. Tout à l'heure, tu as parlé de faire des recherches, des études de terrain. C'est très important pour nous en tant que société civile de faire ces genres de recherches-là, d'avoir des données. Souvent, nous faisons excusez-moi le terme, mais des spéculations où nous sommes comme l'opinion publique. Mais en réalité, nous devons aller de façon stratégique, faire des études, aller du côté de la science, faire des études scientifiques pour pouvoir prouver ce qu'on dit et proposer des stratégies de sortie de ces crises-là que nous rencontrons généralement dans nos communautés. Donc, je dirais que c'est ensemble que nous pourrons faire avancer les causes de justice sociale, de participation citoyenne et de développement durable. Donc, je vais de ce pas lancer un appel particulier au gouvernement togolais de collaborer avec la FONCTO, la plateforme nationale des ONG au Togo, parce que nous ne venons pas en ennemis, mais pendant ces 50 années d'existence, nous avons fait nos preuves et c'est l'occasion maintenant pour notre gouvernement, le gouvernement togolais, de collaborer plus efficacement avec cette plateforme-là que nous sommes pour avoir ne serait-ce que des idées pour pouvoir mieux conduire le changement souhaité. Pour enchaîner sur ce que tu viens de dire, c'est comme c'est le cas au Maroc et comme c'est le même cas Fonto que l'espace associatif. Nous sommes convaincus que le partenariat avec les institutions étatiques est incontournable. On ne peut pas travailler tout seul pour le changement sociétal. D'ailleurs, lorsqu'on dit que le gouvernement doit faire recours à la société civile et avoir l'approche participative avec la société civile, c'est dans le même sens, l'autre sens. C'est-à-dire que, d'ailleurs, nous avions l'occasion de travailler avec des départements ministériels. L'expérience est toujours riche, mais lorsqu'il s'agit de plaidoyer, nous sommes dans le processus de plaidoyer. C'est pour le bien de la communauté et des citoyens et des citoyennes. Et comme tu as dit, Miélène, nous ne sommes pas dans une guerre, mais dans un aspect de complémentarité, de diversité d'opinions et d'avis. Et la société civile et dans l'espace associatif, la plateforme nationale, a capitalisé depuis sa création sur plusieurs études, elle a de l'expertise et elle a de l'expérience. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, là, je tends la main vers les départements ministériels. Nous avons de l'expertise, de l'expérience qui, normalement, devrait être exploitée par ces départements. Je soulève la problématique du droit d'association au Maroc. C'est très important parce que vraiment, ça doit changer. Donc, les associations ont droit de constitution, ont droit d'exercer leurs actions et ils ont droit, comme tu as dit, Miélène, à l'argent public. D'ailleurs, l'espace associatif, ça fait longtemps qu'il n'a pas bénéficié de l'argent public, des fonds publics. Donc là, je demande et je fais la même recommandation comme toi, Miélène, et je suis sûre, parce que l'expérience, par exemple, du gouvernement ouvert, l'espace associatif était membre du comité de pilotage. Donc, c'est une expérience à capitaliser et ça prouve que si le Maroc veut vraiment être dans une dynamique de changement, soit au niveau national, soit régional, soit international, elle est censée, premièrement, permettre aux associations d'exister, de se créer, d'exercer leur action. Et deuxièmement,
c'est de s'ouvrir sur la société civile. D'ailleurs, nous avions beaucoup d'invitations par les différents départements et nous participons à ces espaces de concertation. Et troisièmement, faciliter l'accès aux associations qui ont vraiment œuvré pour le changement sociétal d'accéder aux fonds publics. Je pense, et là, c'est une occasion pour nous, Mylène. J'espère qu'on puisse créer des espaces de concertation entre le Fonto et l'espace associatif pour capitaliser soit sur les expériences avec Forus, soit les expériences avec dans d'autres programmes, parce que nous, à l'espace associatif, nous œuvrons pour un partenariat entre associations au niveau national, au niveau d'Afrique, au niveau MENA et au niveau international. Et ça va être une très bonne occasion pour nous d'échanger sur nos bonnes pratiques et nos expériences. Donc, j'étais très heureuse d'être parmi vous, Mylène et Bibi. Merci Latifa. Merci beaucoup à Forus d'avoir initié ces moments-là. Merci à vous deux, c'était super de vous entendre. Vraiment, il y avait autant de richesses, d'expériences, des histoires, des initiatives, des exemples. C'est vraiment super de vous entendre et surtout vos deux points de vue complémentaires aussi et vos deux expériences à niveau personnel, mais aussi à niveau national. Du coup, vraiment, merci beaucoup à nos chers Latifa et Mylène. Et à tous ceux qui nous ont écoutés et qui vont écouter ces podcasts, un grand merci. Vous pouvez suivre leurs histoires et leurs parcours sur les sites web des Forus, mais aussi explorer les sites web respectifs de l'espace associatif et de la Foncto aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe à leur niveau national et toutes les actions de la société civile et de leurs partenaires. A space for us. Un espacio para nosotras. Un espace pour nous.